Il m'a semblé tout à fait intéressant de vous présenter, en continuité justement avec cette excellente présentation de Gérard Boudet, ce lavoir à sel que j'ai eu l'occasion d'examiner durant les années 90 pour arriver à la conclusion qu'il n'était pas restaurable. Vous connaissez tous la sinistre réputation des gabelous. On reste toujours dans le sel, hein, on fait le lien. Et ils faisaient irruption à l'improviste dans les maisons pour réclamer l'impôt sur le sel en fouillant tous les moindres recoins, en espérant dénicher des stocks qui avaient été dissimulés. Est-ce que vous savez aussi, sans doute, que certaines familles ont eu l'idée de dissimuler ces précieuses substances dans une chaise coffre que vous voyez à l'écran, sur laquelle ils installaient un vieillard impotent en guise de bouclier humain. L'histoire ne dit pas quel était le taux de réussite de ces stratégies de dissimulation, mais si les gabelous avaient eu un sens de l'observation, ils auraient remarqué les efflorescences salines qui se forment dans la partie intérieure de ces meubles. Je pense que vous apercevez cette zone blanchâtre, ce sont des remontées de sel. Et la plupart de ces chaises sont fragilisées par la salinisation du bois. C'est ce phénomène qui a conduit à la destruction du lavoir à sel de Batz-sur-Mer, construit en 1915 et réformé en 1960. Là, on parle du sel de Guérande, parce qu'il n'y a pas que le sud. Il y a aussi un sel de Guérande magnifique. Et ce lavoir à sel, je vais vous en reparler tout à l'heure. Mais un petit détour pour expliquer pourquoi la salinisation est si destructrice et potentiellement. Parce que le sel soluble, il imprègne les matériaux poreux et il a tendance à migrer à la surface et se cristalliser lorsqu'il y a une ventilation atmosphérique. Il se cristallise sous une forme qu'on aperçoit, qui est des efflorescences, donc celle que vous avez vue tout à l'heure, mais à l'intérieur des matériaux poreux, la croissance des cristaux de sel qui se forment conduit à ce qu'ils occupent tous les vides, jusqu'à exercer une pression considérable sur les parois, qui provoque la défibration du bois, mais également le soulèvement des pâtures, la pulvérulence des pierres tendres ou le décollement des enduits maçonnés, surtout lorsqu'ils ne sont pas respirants, comme le ciment. Alors cette photo que vous voyez là, je l'ai prise ce mercredi, à Berlétan. Elle illustre parfaitement ce phénomène qui est à l'origine de la pulvérulence, des briques et de la pierre, sur lesquelles repose un retable dédié à Notre-Dame de Caderon. Mais revenons-en à notre lavoir, celle des Batz-sur-Mer. Le musée des Marais Salants a fini par opter pour une restitution à taille réelle. Et vous pouvez voir le résultat sur cette image. Un partenariat avec l'École centrale de Nantes a permis de recréer cet objet complexe dans des matériaux identiques à ceux du modèle et de reconstituer l'ambiance sonore du grenier à sel en activité. Soulignons toutefois que restaurer n'est pas refaire. Il s'agit là d'un facsimilé justifié par le souhait de valoriser son mode de fonctionnement. Mais restaurer n'est pas non plus revenir à un état supposé d'origine. À ceux d'entre vous qui pensent que la restauration consiste à revenir à l'état d'origine, je vous demanderai de me préciser quel est donc votre propre état d'origine. Est-ce que c'est quand vous étiez dans la force de l'âge, à votre naissance, ou alors au moment de votre conception, quand vous étiez encore un pur esprit ou un reflet dans les yeux de vos parents? La question pertinente n'est pas celle d'une supposée vérité originelle qu'il s'agirait de retrouver. Cette chimère, d'ailleurs, mène à l'intégrisme dans toutes les cultures humaines. Je propose en revanche de nous interroger sur la question de l'intégrité et de l'authenticité. Et prenons l'exemple de la flèche de Notre-Dame de Paris, qui a défrayé la chronique après le terrible incendie du 15 avril 2019. Vers 1250, une flèche couronnait déjà cette croisée de transept. Au XVIIe siècle, 7 cloches y ont été installées. L'ensemble a été démonté entre 1786 et 1792 à cause de risques d'effondrement. Et lorsque les grands travaux de restauration sont lancés, Viollet-le-Duc décide de construire une nouvelle flèche, mais pas un clocher,
et reprend la forme qu'il avait conçue pour la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans en 1852. D'aucuns ont contesté la restitution de la flèche du lieu légu sous prétexte qu'elle n'était pas conforme à la forme originale du monument. Mais aurait-il fallu se baser sur le dessin du XIIIe siècle attribué à Villard de Honnecourt, représenté à gauche de l'image, et qui montre la flèche primitive de la cathédrale Notre-Dame de Paris vers 1205-Forte? Tous les avis sont respectables, mais ces polémiques nous ramènent aux questions essentielles de l'authenticité et de l'intégrité. En quoi revenir à la flèche de 1250 aurait-il été plus authentique? Modifier la silhouette de Notre-Dame, qui est une signature universelle de la ville de Paris, n'aurait-il pas constitué une atteinte à son intégrité? L'identité d'un monument ou d'une œuvre, quelle qu'elle soit, est la somme et la conjugaison de tous ces états successifs et non pas un illusoire état d'origine qui n'existe plus, qui est en fait inaccessible et qui serait une sorte de révisionnisme. L'évocation de ces controverses et ces malentendus m'incite à faire un détour par le Grand Larousse, afin de préciser l'origine et la signification de ce terme, le patrimoine, dont la définition Fleurgon le patriarcat. Depuis 1150, il s'agirait donc de l'ensemble des biens et des droits hérités du père. Alors, sans aller jusqu'à lui opposer le terme de matriarcat suggéré par quelques féministes, je vous propose de prendre en considération des définitions plus récentes et moins genrées. Le patrimoine s'entend, au sens du Code français du patrimoine, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. On parle donc plus spécifiquement de patrimoine culturel, cultural heritage en anglais, ou de biens culturels, beni culturali en italien. Ajoutons qu'il s'agit là d'un héritage choisi. En effet, si cet héritage n'est pas reconnu comme tel, il est voué à l'abandon, voire même à la destruction volontaire, comme on a hélas pu le constater lors de récentes guerres de civilisation. Mais cet iconoclasme n'est pas exclusivement imputable à Daesh. Afin de souligner son caractère universel, ce que l'on entend par patrimoine culturel a changé de manière considérable au cours des dernières décennies, en partie du fait des instruments élaborés par l'UNESCO. Le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Statistique que l'on peut évidemment rattacher la valeur patrimoniale des métiers du siècle qui viennent de nous être présentés. On est à 100% dans ce champ. Mais je tiens à souligner que ce patrimoine qualifié d'immatériel n'en demeure pas moins dépendant de substrats matériels, ne serait-ce que pour sa documentation et sa définition. Ces supports matériels ont également un besoin criant de préservation, comme nous le rappelle régulièrement l'obsolescence technologique dont je vous parlais tout à l'heure, qui tente à effacer des pans entiers de la mémoire. Alors je vous propose à présent un rapide tour d'horizon de la diversité des patrimoines. À l'origine, il ne s'agissait pas seulement des biens hérités du père, mais tout autant des attributs de la classe dominante. C'est ainsi que le terme « beaux-arts », peinture, sculpture, art graphique, s'oppose en creux aux arts mineurs, notamment le mobilier, marquant clairement une distinction de classe entre artisans et artistes, ou artistes et artisans pour la préséance. Les arcanes académiques ont toutefois fini par leur accorder un strapontin sous le vocable d'art décoratif, et qui persiste
alors contester la plénitude de leur dimension artistique. Les tentatives des artistes modernes, puis contemporains, pour briser les codes académiques, puis les désacraliser sous forme de détournement, revêtent également une dimension contestataire par rapport aux valeurs de l'idéologie dominante. Pas sûr, cependant, que ces agitateurs se soient toujours prémunis de l'élitisme auquel ils prétendaient échapper, et la valeur marchande des œuvres d'Andy Warhol permet d'en douter, et témoigne également de l'émergence d'un marché de l'art spéculatif, et qui est lui-même un reflet de cette idéologie dominante du XXe siècle qu'est la société de consommation. Malgré la valeur vertigineuse atteinte également par ces œuvres, reconnaissons toutefois une dimension authentiquement contestataire et humaniste aux productions de Banksy. Diamétralement opposés à ces enjeux d'une élite anti-élitiste, des artistes improvisés, sans aucune formation, et généralement issus de classes populaires, ont éprouvé un besoin irrésistible et quasiment mystique, tu vois, j'y viens, Antoine, de créer, comme Séraphine Louis, obscure femme de ménage, que je vous recommande de mieux connaître à travers le film qui lui a été dédié en 2008, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore vu. Même obstination, incomprise autant par ses proches que par les artistes patentés, chez le facteur Cheval, qui aura passé de 1879 à 1912 10 000 journées de travail, soit 93 000 heures ou 33 années à bâtir son palais idéal. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je transforme en critique cinématographique, je conseille également le film éponyme de 2018. Ces deux exemples emblématiques illustrent parfaitement le gouffre qui existait encore au début du XXe siècle entre l'école bleue et l'école blanche. Leur reconnaissance tardive est une revanche magistrale du talent sur le mépris des classes. La définition de l'UNESCO parachève cette émancipation. Prenons encore un peu plus de recul dans ce tour d'horizon. La patrimonialisation d'objets usuels qui n'ont pas été créés pour aboutir dans un musée, comme cette pirogue néolithique du lac de Paladru, est tout d'abord imputable à la valeur historique de ce vestige, si précieux pour la compréhension de nos origines et des cultures ancestrales. La deuxième moitié du XXe siècle ne restreint donc plus la valeur patrimoniale aux seules œuvres d'art dits majeures. Depuis lors, tout se passe comme si l'évolution des conceptions patrimoniales tendait vers un élargissement indéfini. Est susceptible de devenir patrimoine tout ce qui est considéré comme tel. Cette démocratisation croissante aboutit à une inflation patrimoniale exponentielle qui ne va pas sans poser d'importants problèmes de gestion. Dans ce contexte, il ne me semble pas inutile de revisiter quelques définitions. L'entretien ou la réparation ont pour objet de maintenir la fonction d'usage et la valeur économique par des moyens techniques économiquement viables. Si ces derniers ne sont pas accessibles, le bien est remplacé. En les mettant à l'abri, nos anciens veillaient avant tout à la sauvegarde de leur outil de travail. Une fois devenus obsolètes du fait de la modernisation des moyens de production agricole, ces charrettes se retrouvent dans un écomusée. Il en est de même avec le patrimoine industriel et le patrimoine maritime. Dès qu'un secteur de l'économie bat de l'aile, le musée nécrophage héberge ses réfugiés économiques, sans avoir pour autant les moyens financiers d'assurer les missions qui incombent à tout établissement patrimonial qui se respecte, c'est-à-dire étudier, conserver et transmettre. Prenons l'exemple de l'écomusée d'Alsace qui sauvegarde des maisons à pans de bois menacées par l'urbanisation, les démonte et les remonte sur son site, qui est devenu une sorte de village revival. On propose aux visiteurs de circuler sur les charrettes, entretenues par un charron, salarié du musée. Et le statut muséal de ces charrettes fait intervenir un critère supplémentaire, la dimension culturelle, qui implique de passer de la réparation à la restauration. Les valeurs culturelles sont notamment historiques, sociologiques, esthétiques
mais également documentaire, ce qui implique une capacité d'analyse et de transmission au public des dimensions immatérielles de ces objets, anciennement utilitaires, mais qui ont changé de statut en intégrant une collection muséale. La restauration ou la réhabilitation ont pour objet de maintenir la fonction d'usage et la valeur économique par des moyens techniques économiquement viables, comme l'était la réparation ou l'entretien, mais en préservant la dimension culturelle du bien. L'équilibre entre ces critères varie en fonction du contexte. Il n'a cessé d'évoluer au cours de l'histoire. J'ai donc été conduit à former ce charron pour lui apprendre à ne pas limiter son approche à la seule dimension utilitaire des objets qui passaient entre ses mains, au risque de remplacer la moitié de la charrette à chaque intervention. J'ai donc dû lui apprendre à les documenter, ne serait-ce que pour conserver des fragments authentiques mis à la disposition du chercheur susceptible d'étudier les techniques anciennes. Pour se distinguer clairement des pratiques de réparation ou de restitution irrespectueuses de l'intégrité et de l'authenticité des biens culturels, l'ICOM, le Conseil international des musées, a promu en 1984 le terme de conservation-restauration, qui correspond à l'ambitieux pari de préserver à la fois la matérialité et la multiplicité des significations et des valeurs des biens qui sont clairement affirmés comme étant culturels. La restitution des parties manquantes n'est plus autorisée que dans un cadre strictement déontologique qui interdit à la fois d'inventer et de tromper le public. Sans ce cadre, l'excellence des métiers d'art est celle du faussaire. Pour approfondir un peu plus encore les perspectives historiques, je vous propose un flashback en Mésopotamie. Cette tablette de fondation, qui date de 1700 avant notre ère, a été découverte lors de fouilles archéologiques et témoigne de la restauration et de la reconstitution du temple construit plus de 1000 ans auparavant par le prestigieux roi Hammurabi. Elle témoigne en écriture cunéiforme d'une affirmation politique et de la continuité des règnes. Je suis Nabonide, roi de Babylone. En ce jour favorable de mon règne, le dieu Shamash se souvint de son ancienne demeure. Et c'est à moi, le roi Nabonide, qu'il confie le soin de restaurer le temple et de refaire sa demeure. Les vents se levaient aux 4 points cardinaux, la poussière qui couvrait ville et temple fut enlevée, on put voir le formidable sanctuaire. J'y lus l'inscription de l'antique roi Hammurabi qui avait construit pour Shamash, et je compris son sens. Je m'employai à mobiliser des travailleurs, tenant le pic, portant la pelle, transportant le couffin. Des spécialistes inspectèrent l'endroit pour en comprendre la constitution. En suivant l'antique décoration de Hammurabi, je refis ce temple. Je le refis bien à l'antique, pour monseigneur Shamash, et je le restaurai. Je mis sur une tablette d'albâtre l'inscription de l'antique roi Hammurabi que j'y avais lue, avec la mienne, que je replaçais à jamais. C'est beau comme un discours de Trump. Tout ça dans la tablette. Oui, c'est écrit petit, hein. C'est écrit petit, hein, le cunéiforme, c'est ça qui est bien. Et c'est un roman, enfin, c'est quasiment un roman. Et puis on dirait un discours de Donald Trump, vraiment. Après les siècles chaotiques qui suivent la fin de l'Empire romain en 162, le Sénat énonce solennellement dans un édit le vœu suivant à propos de la colonne Trajane. Nous voulons qu'elle demeure intacte aussi longtemps que le monde durera. Celui qui tenterait de lui porter atteinte sera condamné au pire et ses biens seront confisqués. Mais la colonne Trajane est une exception, parce qu'elle symbolise la grandeur et la splendeur perdue de Rome, détruite et pillée par les grandes invasions. Pendant des siècles, les vestiges de l'Antiquité seront essentiellement réemployés et transformés. Il faut attendre l'époque de la Renaissance pour que l'Antiquité soit redécouverte en Europe. Dès le XIVe siècle, des hommes de lettres comme Pétrarque redécouvrent, décryptent, traduisent les grands textes et les grands auteurs latins et grecs. Puis, les hommes de l'art découvrent les formes et l'architecture des mondes grecs et romains.
Tout au long du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, un énorme travail de recensement, de description, de classement et de collecte va s'opérer en Europe. C'est l'époque des érudits, des antiquaires, des humanistes, tous grands collectionneurs. C'est aussi le temps des artistes restaurateurs. L'image à l'écran relate l'histoire du Laocoon, qui est le prêtre d'Apollon à Troie. Ayant commis un sacrilège, il est puni par le dieu qui précipite 2 énormes serpents l'enlacer avec ses 2 fils. Le groupe sculpté est découvert à Rome en 1506. Tout de suite identifié comme une sculpture antique décrite par Pline, il suscite un immense intérêt. Michel-Ange est appelé à son chevet et organise un concours pour le faire mouler. Un de ses élèves, l'artiste Montorsoli, va compléter le groupe en lui ajoutant un bras droit au père et au fils qui est à sa droite, puis une main droite à l'autre fils. Au début du XVIIIe siècle, un autre artiste sculpteur interviendra à son tour, accentuant encore la diagonale restaurée par les compléments de Montorsoli, c'est l'image à gauche de l'écran. Sous cette forme, le groupe est copié, moulé à de multiples reprises. C'est le marbre antique le plus connu d'Europe. Mais en 1905, on retrouve à Rome ce qui serait le bras manquant du père. Bras replié, une plastique bien différente, une signification différente aussi, une attitude souffrante et soumise. Ces découvertes génèrent des décennies de débats et d'enquêtes. En 1957, on entreprend une dérestauration. Démontage complet des assemblages, remontage, insertion du bras antique. Mais pour beaucoup, le bras de Montorsoli avait créé une deuxième œuvre, ainsi sacrifiée au rétablissement de la première. Agirait-on encore de même aujourd'hui? C'est une grande question. Au XIXe siècle, l'intérêt pour l'histoire s'accompagne de grands bouleversements économiques, scientifiques et politiques. La révolution industrielle bouleverse les modes traditionnels de production. On prend conscience de la fragilité de la matière et des œuvres. Les sciences de la matière se développent. Dans le même temps, les bouleversements politiques, Révolution française, essor de l'idée de nation, favorisent le développement du concept de patrimoine. Ces changements profonds et finalement assez brutaux engendrent des attitudes contrastées et des débats passionnés. 2 personnalités s'opposent diamétralement. John Ruskin est un critique d'art anglais, mort formé à Oxford. Fortuné, grand voyageur, John Ruskin incarne une vision nostalgique et presque religieuse des œuvres du passé. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. Elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent en partie à ceux qui les ont construites, en partie à toutes les générations d'hommes qui viendront après nous. Il est impossible, aussi impossible que de ressusciter les morts, de restaurer ce qui fut grand ou beau, ce qui fut jamais grand ou beau. Viollet-le-Duc, c'est un architecte français, grand historien de l'architecture médiévale. Il croit au contraire pouvoir intervenir, modifier ou compléter les grands édifices au nom de la science historique, naissance. On l'appelle l'historicisme. C'est quelquefois un peu approximatif. Et celle de la construction. Restaurer un édifice, ça n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut-être n'a jamais existé à un moment donné. L'édifice restauré, du fait de l'opération à laquelle on l'a soumis, doit avoir passé pour l'avenir un bail plus long que celui déjà écoulé. Il serait périlleux de reproduire une disposition vicieuse. Et c'est à ce titre, notamment, dans un esprit fonctionnaliste, que Viollet-le-Duc restaure les remparts du Carcassonne en surplombant les tours d'une couverture qui n'avait jamais existé auparavant. Au début du XXe siècle, la synthèse entre ces conceptions radicalement opposées viendra d'Alois Riegel, un historien d'art, conservateur au Musée des Arts décoratifs de Vienne, qui élabore alors un outil méthodologique permettant d'identifier les différentes valeurs dont sont porteurs les monuments.
Ces valeurs expliquent pourquoi conserver, mais disent aussi comment. Il y a les valeurs qui renvoient au passé et celles qui s'inscrivent dans le présent. Ces valeurs sont généralement associées, mais se contrarient parfois. Il faut donc les hiérarchiser et les arbitrer. S'il faut refaire une partie de l'objet pour qu'il reste en usage, c'est que la valeur d'usage a primé sur la valeur historique. Il n'y a donc aucune position dogmatique, mais une méthode pour apprécier au cas par cas les valeurs qui justifieront la volonté de conserver. Et selon les valeurs identifiées, les choix de conservation seront orientés. Mais pour Riegel, la valeur historique est presque universelle et fondamentale. Le parachèvement de cette évolution est la conservation préventive. Le terme est apparu au début des années 90 et la définition qu'en donne Gaël de Guichin, ancien directeur adjoint de l'ICROM, le Centre international pour la conservation et la restauration des biens culturels, dessine une vision politique de nature humaniste. La conservation préventive requiert un changement profond de mentalité. Qui pensait hier objet doit penser aujourd'hui collection. Qui pensait salle doit penser bâtiment. Qui pensait semaine doit penser année. Qui pensait personne doit penser équipe. Qui pensait dépense à court terme doit penser développement à long terme. Qui pensait étroit doit penser large. Qui pensait au jour le jour doit penser programme et priorité. La conservation préventive consiste à prendre une assurance sur l'avenir des collections. Seules les espèces développées s'assurent pour l'avenir de leurs biens. Il est temps que dans les musées, nous nous comportions comme tels. Ce tableau croisé des risques pesant sur les biens culturels est un saisissant résumé de la révolution initiée par Gaël de Guichin. Il souligne deux vérités qui dérangent. Les effets lents et cumulatifs des mauvaises conditions de conservation en vert sur ce schéma équivalent aux effets immédiats d'une catastrophe représentée en bleu sur le schéma. Autrement dit, des années d'incurie sont aussi dommageables qu'une inondation ou un tremblement de terre. De ce fait, les facteurs humains pèsent au moins aussi lourd que les facteurs naturels de dégradation. Autrement dit, si les effets potentiellement destructeurs de mauvaises conditions climatiques ne se produisent que si l'on y expose des biens culturels. Si bien que les dégradations observables sont toujours le symptôme du dysfonctionnement des institutions patrimoniales. Pour conclure, je propose de résumer suivant. La restauration est un concept nostalgique d'une situation antérieure jugée meilleure. Nabonide, roi de Babylone, réinstaure le temple d'Hammurabi pour se parer des attributs de sa grandeur. En France, les premières théories de la restauration apparaissent en pleine période romantique, nostalgique de l'ère pré-révolutionnaire, ce qui contribuera à plusieurs restaurations de la monarchie, puis de l'Empire. La conservation du patrimoine s'est développée au XXe siècle au sein d'élites conservatrices, sans aucune mise en cause des pratiques en termes environnementales ou de santé publique, jusqu'aux années 90. L'émergence du concept de préservation est une généralisation de la révolution initiée par Gaël de Guichin, qui nous a incité à penser global, à anticiper et à questionner le bien fondé de nos pratiques. Conjointement, sous les coups de boutoir du changement climatique et des extinctions de masse, la frontière entre patrimoine culturel et patrimoine naturel s'est estompée. Il ne s'agit plus de revenir à un état antérieur ou de promouvoir un statu quo, mais de préserver les potentialités portées par un héritage multiforme pour le transmettre aux générations futures dans le respect des diverses facettes de son identité et de son histoire.